Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 2. On va faire le débrief de cette première course de Formule 2 de l'année 2022. Autant l'année dernière, j'avais un petit peu boycotté le championnat de F3 en passant parce que j'avais dit après la première course, le premier meeting, que déjà premièrement c'était assez incompréhensible et que deuxièmement c'était à la limite du sportif. En sachant que le mec qui faisait la pole position, et bah, son samedi était à chaque fois catastrophique. Et bon, c'est pas forcément les meilleures années qu'on ait connues en F2, en F3 pour les avoir quand même suivies, même si j'ai pas débriefé la course. Mais on est revenu à un format plus classique, comme quoi la FIA et surtout les organisateurs de ce championnat ont compris que c'était une erreur d'avoir fait de cette manière. Et donc on revient à un format plus classique avec les qualifs le vendredi, une course le samedi, contrairement aux années précédentes, par contre, elle est en grille inversée par rapport aux qualifications. Et puis la course le dimanche avec la grille, la course longue pour la F2, avec la grille qui est dans l'ordre des qualifications et avec un arrêt au stand, ça c'est conservé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On va faire comme pour la MotoGP, c'est-à-dire on fera le bilan des bleus, top, flop. Et puis on parlera des classements en fin de vidéo. Le grand retour donc de la F2 sur la chaîne avec ce premier meeting du côté de Bahreïn. Meeting qui était très intéressant avec des nouveaux pilotes, des nouvelles têtes, des têtes qui redoublent ou refont ce championnat pour une troisième fois avec un Français qui est quand même en bagarre pour le titre. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes dans son championnat et qui nous permettent un petit peu de trouver de l'intérêt à ce championnat. En plus du fait que, moi je dis toujours que le championnat de F2 c'est important parce que ce sont les futurs pilotes que tu vois en F1 et tu vois déjà comment ils marchent en F2 et comment ils se comportent en Formule 2, c'est toujours important. Des courses qui ont été très sympas avec du spectacle, même si la course du samedi était un peu moins intéressante que la course du dimanche, et puis une belle bagarre en tête de la course. Donc voilà, ça a été des courses sympathiques, un week-end sympathique, comme souvent Bahreïn, parce que c'est un circuit qui permet d'avoir du spectacle. Et on va regarder et débriefer tout ça avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus de pilotes en F2 cette année, Théo Pourchaire et Clément Novalak. On va commencer par Théo Pourchaire. Du côté de Théo Pourchaire, ça s'est bien passé. Le dimanche, le samedi, problème mécanique. J'ai un vrai problème avec ce championnat de F2, contrairement à la F3, vous verrez tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. J'enregistre juste après, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, mais vous, ça sera peut-être dans une journée, une nuit. C'est que ces monoplaces de F2 ont quand même des gros soucis de fiabilité et ça a toujours été un problème sur ces voitures-là depuis le départ. Le problème de fiabilité, le problème des embrayages, ce qui fait que les départs sont souvent chaotiques. C'est bien, c'est qu'en 4 ans, 5 ans que ces monoplaces sont là, on n'a toujours pas réglé ces deux problèmes-là. Problèmes de fiabilité qui parfois ont coûté quand même très cher. Je pense notamment à Dams en 2020, voilà, mais ça a toujours été un souci. Et là, Théo Pourchaire, problème mécanique à la fin de la course 1, au milieu de la course 1. Pourtant, il était bien parti en plus, c'est ça qui est frustrant, mais voilà, le moteur qui pète après le safety car. Alors, la question est de savoir est-ce que c'est la cause de l'équipe ou la cause de Dallara et du moteur Mecachrome. Ça c'est un peu la grande question. Est-ce que ART a été trop dangereux dans ses réglages? Bon, si ça avait été le cas pour Pourchaire, je pense que ça aurait été le cas pour son équipier. Ça m'étonnerait qu'on utilise des radiateurs différents, enfin des ouvertures au niveau du bloc moteur différentes d'un côté de l'autre. Et puis je pense qu'ORT est une équipe quand même sérieuse, donc jouer là-dessus pour gagner 1 ou 2 km/h, c'est quand même risqué. Mais voilà, ça lui a coûté un petit peu la course 1 où il prend pas de points malgré une qualification qui avait été intéressante. Et puis en course 2, là il avait du rythme, il avait beaucoup de rythme, il s'impose dans cette course 2, pourtant en partant 5e, je crois me rappeler sur la grille de départ.
Non, pardon, deuxième. Après les qualifications, derrière un énorme Jack Doohan, mais Jack Doohan, lui, n'avait pas de rythme de course, alors que Théo Pourchaire, lui, avait un gros rythme de course. Il gagne avec 1 seconde d'avance sur Liam Lawson, et puis voilà, il y a eu encore une belle stratégie de la part de ART. Une belle course pour le Français qui est remonté, qui n'a pas pris forcément le meilleur départ, notamment avec un Ralph Boschung qui a surpris tout le monde chez Campos, mais ensuite il a continué et il a fait un super meeting, donc il se retrouve en tête du championnat malgré son échec en course 1. Ça va être intéressant, hein, Théo Pourchaire, on rappelle l'objectif cette année, le titre, vu comment il a marché l'année dernière, mais il manquait de régularité. L'objectif cette année, c'est d'avoir beaucoup plus de régularité pour le pilote français, et puis pourquoi pas accéder à la Formule 1 l'année prochaine chez Sauber. C'est l'objectif pour Théo qui on connaît ses qualités de pilotage, hein. C'est un pilote qui est très performant, il a été très bon en F3 lors de sa première saison. En F2 également, il gagne quand même à Monaco, ce qui est toujours un petit signe quand même en Formule 2, de grand talent de pilotage, surtout qu'il connaissait assez peu le circuit, donc c'est toujours des victoires. Il y a des victoires un peu plus prestigieuses que d'autres. Monaco en F2, ça a quand même toujours un petit peu de prestige. Voilà, c'est un pilote qui est rapide, qui est performant. Si vous ne connaissez pas encore Théo Pourchaire, je vous invite à le suivre, car c'est un pilote qui est très jeune et qui est ultra prometteur. C'est vrai que pourquoi pas avoir 3 Français l'année prochaine en Formule 1 avec Théo Pourchaire, c'est tout à fait jouable s'il réalise une grande saison. Je continue avec Clément Novalak. Clément Novalak, alors je rappelle qui est français, on ne le dirait pas, hein, parce que, bon, on va pas se mentir, mais du côté de... Alors maintenant, il est marqué suisse. Ah, je me suis peut-être gouré avec Clément Novalak, il serait plus français, il serait suisse. Non, Novalak, il est toujours français. Ou il sera avec une licence suisse. Alors, lui, il a commencé avec une licence britannique. Non, il est français, hein. Il est franco-suisse, oui. C'est comme Romain Grosjean. Mais Clément Novalak, il roule peut-être avec la licence suisse désormais, mais avant, il roulait avec une licence française. Mais du côté de Clément Novalak, pilote quand même qui arrive de F3, hein, et il vient de la F3 où il a passé 2 saisons. C'est quelqu'un qui a commencé en F3 britannique, qui a roulé lors de sa première année en F3 avec la licence britannique, mais on en parlait sur la chaîne. Puis l'année dernière, qui a été très régulé dans ce championnat, et qui a été vraiment très régulé toute la saison, qui s'est battu pour le titre en F3 jusqu'au bout face à Denis Sauger. Il se retrouve 3e du championnat, et puis il arrive en F2, et c'est là où on voit toute la difficulté de passer de la F3 à la F2. C'est peut-être la marche la plus compliquée en sport mécanique aujourd'hui, car les voitures de F2 sont très compliquées à utiliser. Pour moi, c'est plus compliqué de passer de la F3 à la F2 que de la F2 à la F1 aujourd'hui. Et on s'aperçoit que tous les pilotes de F3 qui sont arrivés en F2 là ont tous eu un premier week-end, un premier meeting très compliqué, avec peu de performance pour tous ces pilotes. Clément Novalak donc n'a pas dérogé à cette règle, avec un petit contact avec son équipier en plus, Drugovich, ce qui est un petit peu moyen. Voilà. Après, sur le reste du week-end, il va falloir trouver de la performance. Il y a surtout toujours un problème avec Clément Novalak, ce sont les qualifications. Il va falloir vraiment qu'il progresse dans ce domaine-là, parce que sinon, ça va être un problème pour lui s'il va accéder à la Formule 1, s'il n'est pas bon en qualif, quoi. Et c'était déjà un problème en F3. Je pense qu'il a toujours pas vraiment réglé ce problème en Formule 2, et encore avec une course un petit peu compliquée pour lui. Bon, on va voir s'il aura besoin de plusieurs meetings pour s'adapter à cette voiture, Clément Novalak. Je vais quand même vérifier, parce que là, je vois quand même qu'il a une licence suisse. Donc il roule désormais pour la Suisse, Clément Novalak, mais ça ferait quand même 3 nationalités en 3 ans. Ça ferait quand même beaucoup pour le pilote de MP Motorsport. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Liam Lawson, lui le très bon pilote, 2e année en Formule 2, qui a déjà fait une bonne saison en F3, même s'il avait eu des problèmes mécaniques à l'époque. Liam Lawson, il n'avait pas été épargné par les problèmes de casse moteur.
en F3. Alors je sais bien que c'est des sports mécaniques, que la panne mécanique fait partie de cette discipline, mais je trouve que c'est toujours un petit peu problématique dans les catégories d'accession à la Formule 1 ou dans les jeunes catégories d'avoir énormément de problèmes mécaniques parce que ça fausse un petit peu les performances et ce qui fait qu'on a du mal à savoir quel pilote est vraiment le plus performant de ce championnat. Du côté du pilote de chez Carling, du pilote australien, je crois, Liam Lawson, néo-zélandais, je ne sais plus. Je crois que c'est néo-zélandais, oui, parce que c'est rouge, donc comme Armstrong, il est néo-zélandais, Liam Lawson, donc, qui m'avait impressionné moi sur sa première saison en F3 parce qu'il dominait quand il dominait les grands prix en F3. Je me souviens notamment Mugello était capable de gagner avec 6 secondes, 7 secondes d'avance dans une catégorie comme la F3 où c'est extrêmement serré. Et c'est vrai que Liam Lawson, sur ce premier week-end, c'est peut-être le pilote qui a été le plus régulier, avec une troisième et une deuxième place. C'est l'un des rares pilotes qui a réussi à performer sur les deux courses, qui a fait un week-end complet. Pour moi, ça fait partie des adversaires numéro 1 de Théo Pourchaire. De toute façon, Liam Lawson et Théo Pourchaire, c'est des pilotes qui sont de la même génération. Ils suivent depuis leur début. Donc, c'est vraiment, je pense, avec peut-être Daruvala pour la durée du championnat et Richard Verschoor, les pilotes, les 4-5 pilotes qui joueront le titre cette année. Et du côté de Liam Lawson, week-end très solide de la part du néo-zélandais. C'est sa deuxième année aussi, donc chez Red Bull, on a envie qu'il performe. Ça peut être un concurrent à Tsunoda pour une place chez AlphaTauri l'année prochaine. Donc si Tsunoda n'arrive pas à performer un peu plus en Formule 1. Et du côté de Liam Lawson, là aussi un très très bon week-end. Il est en plus assez proche de Pourchaire en course 2, et puis sur la course sprint, Verschoor était au-dessus du lot, mais je crois que c'est assez serré avec Daruvala. Non, il était un peu loin de Daruvala, pardon, le pilote néo-zélandais, mais il revenait d'une qualif où il avait fait 6e à 5 dixièmes. Mais c'est vrai qu'en course le dimanche, dans des conditions qui n'étaient pas simples, avec beaucoup plus de température, vu qu'on courait 2 jours, alors que les qualifs et que la course 1 se déroulait de nuit, parce que la course 1 se déroulait après les qualifs de F1. Donc ça, je trouve un résultat qui est très satisfaisant dans une équipe Carlin qui essaye de retrouver un petit peu de performance en F2 parce qu'ils ont connu 2 saisons depuis leur retour un petit peu compliqué. Ils sont revenus en 2020, 2021, c'était pas foufou du côté de chez Carling. Donc là, on essaye de retrouver un bon niveau de performance dans l'équipe britannique. Et c'est vrai que Liam Lawson a été bon, Sargent aussi, c'est les rares pilotes qui ont fait 2 performances équivalentes entre la course sprint et la course longue. Donc ça c'est plutôt intéressant. Puis Liam Lawson, encore une fois, c'est un coureur qui a cette faculté à avoir un rythme de course très très bon. Il l'a encore montré sur la sprint race, mais également sur la course longue. C'est un pilote qui est très performant dans ce domaine-là, à réussir à enquiller les tours les uns après les autres. On poursuit avec Ralph Boschung. Un peu la surprise de ce meeting, je trouve, Ralph Boschung, le pilote de Campos. 2 fois 4e, départ canon en course 2. Les départs qu'était capable de faire Mick Schumacher, notamment lors de son année de Formule 2. Ralph Boschung, qui c'est vrai, maintenant vise plus forcément la Formule 1. On sait passer... je dirais 24 ans maintenant, 24-25 ans, il faut avoir de l'argent pour aller accéder à la Formule 1, qui est dans une équipe Campos qui n'est pas l'équipe la plus fortunée, c'est l'une des plus petites équipes de ce championnat de Formule 2, mais qui a réalisé un bon premier meeting, et c'est important parce qu'un pilote comme Ralph Boschung, je lui dis les portes de la Formule 1 semblent fermées, mais il y a la Formule I. Vous avez le championnat du monde d'endurance où on va avoir pas mal de constructeurs dans les années à venir avec le LMDH notamment et l'Hypercar. Vous avez pourquoi pas le Grand Tourisme également, avec les GT qui se portent extrêmement bien, le championnat SRO. Donc il y a des et puis l'IndyCar aussi. C'est important même pour un pilote comme ça qui techniquement n'a plus grand chose à espérer en Formule 1 de montrer son talent pour pourquoi pas aller en Formule I avec un constructeur, pour aller dans d'autres catégories,
Je pense notamment Nick De Vries avait un peu fait ça quand il remporte le titre à 24 ans. Il sait que Nick De Vries à 24 ans, bon, la Formule 1 c'est mort. Surtout vu ce qu'il avait fait les années précédentes où il n'avait pas été très performant, pardon, Nick De Vries. Un garçon, c'est pas une fille. Ralph Boschung, il y a un peu le même intérêt. Et puis, alors certes, c'est pas simple quand on est chez Campos, mais Campos a parfois réussi à faire des bonnes saisons. Alors, souvent, Campos c'est un peu irrégulier, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas les moyens qu'a Prema, qu'a RT, qu'a Dams dans ce championnat. Mais je trouve que Campos, c'est une belle équipe pour des pilotes comme ça qui veulent rebondir, ou pour des jeunes pilotes qui veulent également arriver en F2 sans avoir forcément eu une grande expérience ou une expérience victorieuse en F3. C'est une équipe qui est intéressante, je trouve, avec MP Motorsport. Voilà, ce sont deux équipes que je trouve assez... qui ont des idées très bonnes, alors que par exemple Charouz ou Trident, je suis moins convaincu, ou même Dams depuis quelques temps, je suis moins convaincu par ces équipes-là. Mais voilà, du côté de Ralph Boschung, 2 départs canons. On voit qu'il maîtrise cette voiture. C'est vrai que les pilotes qui ont de l'expérience sur cette voiture, ça se voit surtout sur les phases de départ, mais même sur le rythme de course. Alors c'était un peu plus compliqué sur la course longue que la course courte parce qu'il tapait un peu plus dans ses pneus. Mais je trouve qu'il a fait vraiment un bon week-end également. Et puis voilà, encore une fois, l'importance de se montrer également pour le pilote suisse. Et puis je termine avec Juri Vips. Là aussi, Juri Vips, c'est un peu la même optique. Alors Juri Vips, carrière compliquée pour l'Estonien parce qu'il est passé par high-tech, par la filière Red Bull aussi à un moment, Juri Vips. Il n'a pas été conservé par la filière Red Bull. Quand il était chez high-tech, il n'était pas dans la filière... il était déjà dans la filière Red Bull. Bon voilà, il passe de filière en filière et là il se retrouve un peu dans le creux de la vague, j'ai envie de dire, Juri Vips, après une année chez Dams qui a été très compliquée. C'est vrai que Dams l'année dernière ça a vraiment été, c'était pas la folie, et c'est vrai que Juri, l'Estonien, qui a un talent pur, c'est un pilote qui a un talent pur en F3. Il avait fait des courses fantastiques en 2019 en F3 face à Schwartzmann, Daruvala, des pilotes comme ça. Mais c'est un pilote qui a eu parfois des soucis, notamment dans sa carrière, qui n'a pas toujours réussi à être performant sur toute une saison. Et ça a toujours été un petit souci pour ce pilote-là, qui maintenant n'est plus soutenu par Red Bull, parce que il a aussi compris que dans les académies de jeunes pilotes chez Red Bull c'était blindé. Aujourd'hui, surtout qu'ils ont encore recruté d'autres jeunes pilotes. Aujourd'hui, Red Bull, vous avez Liam Lawson qui me semble quand même le mieux parti, mais vous avez Adjar, le français en F3 également. Je sais plus combien ils sont en F3, mais le nombre de jeunes pilotes qui sont chez Red Bull, forcément il va y avoir des déçus. Forcément, à un moment, il faut peut-être comprendre que la meilleure solution, c'est peut-être de quitter Red Bull, le giron Red Bull, et d'aller rejoindre une autre formation. Pourquoi pas Williams, pourquoi pas Sauber, par exemple, même si Sauber a décidé pour l'instant de viser petit, on va dire, avec son académie, mais bon, ou d'avoir des propres sponsors après, ou d'aller vers l'endurance, vers encore d'autres championnats. Et c'est vrai que Juri Vips, ça fait partie de ces pilotes qui n'iront peut-être pas en Formule 1, mais qui doivent se montrer cette année pour atteindre la Formule I, pour atteindre d'autres catégories, comme Boschung, comme même Armstrong, parce que Armstrong, ça m'étonnerait qu'il puisse accéder à la Formule 1, alors que vous avez des pilotes comme Théo Pourchaire, comme Liam Lawson, comme même Jack Doohan. Leur objectif vraiment pour eux, c'est d'accéder à la Formule 1, et Jack Doohan par exemple qui est avec Alpine, ou Daruvala également, leur objectif c'est la Formule 1. Donc le championnat d'F2 est toujours particulier parce que vous avez des mecs multiples redoublants qui ont quasiment fait carrière en F2, vous avez des jeunes pousses qui veulent accéder à la Formule 1, donc voilà, c'est toujours très particulier le championnat de Formule 2. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
3 bonnets d'âne pour ce premier meeting. On va essayer d'aller assez vite avec Daruvala en premier. Ça n'a pas été la folie, Daruvala. Rien qu'en qualif, 7ème. Bon, il est quand même chez Prema, soutenu par Red Bull et chez Prema. Donc autant vous dire que on attend quand même un peu mieux de l'Indien. Et puis derrière, bon, il fait une bonne course sprint, mais avantagé par le fait qu'il s'était qualifié 7ème, donc il partait dans les premières positions sur la grille de départ. Par contre, sur la course longue, il finit 14ème avec vraiment aucun rythme, hein, Jeanne Daruvala. Il y avait vraiment pas de performance sur sa voiture. Avec Prema qui a quand même connu un premier week-end assez moyen pour l'équipe italienne qui normalement domine ce championnat, fait partie avec ART des équipes majeures de ce championnat depuis de nombreuses années. Et ça a été assez décevant ce qu'a proposé cette équipe sur cette première course. Donc on va voir ce que ça va donner dans les manches à venir pour Prema. Mais c'est vrai que Daruvala va devoir également se remettre aux avant-postes parce que Red Bull l'a conservé alors que bon, c'était pas incroyable en F2 l'année dernière. Après une très bonne saison de F3 déjà chez Prema. Il arrive chez Prema. Normalement, on a chez Prema des pilotes de l'académie Ferrari. Donc si Red Bull a décidé de ne pas le faire passer ni par Carlin ni par Hightech, c'est qu'on croit énormément en Daruvala en termes de performance. Parce que ça veut dire qu'il a fallu raquer pour avoir le volant. Mais derrière... il va falloir qu'il performe parce que c'est vrai que sa première saison à F2 a été très décevante. Et on sait très bien que chez Red Bull, on n'attend pas 2 ans, 3 ans pour qu'un mec performe. Hein. Donc déjà, on lui a laissé, je dirais presque une seconde chance. Pour Red Bull, c'est presque ça. Donc il va falloir réussir à performer et à trouver des solutions au niveau de son rythme de course qui n'était pas bon sur la course longue. Hein. Vraiment, il y avait pas de rythme. Autant sur la course sprint, il n'a pas été mauvais. Autant sur la course longue, il y avait un problème avec la chaleur. Peut-être qu'il a eu du mal à gérer les pneus. Denis Auger, mauvais premier week-end pour lui en F2. Je rappelle, champion de Formule 3. Vainqueur également de la F3 régionale, c'était en 2018, lors de la première année de la F3 régionale, qui à l'époque n'était pas avec Alpine. Bon, Denis Auger, c'est un petit peu inquiétant quand même, parce que premier week-end de course où il était nulle part, que ça soit en qualif, que ça soit en course 1, en course 2. Et c'est quand même un pilote qui avait mis beaucoup de temps à s'adapter à la F3 mondiale, qui avait eu une première saison très moyenne chez Prema à l'époque, qui a dû redoubler. Donc c'est un qui, lors de son année de redoublement, a été excellent en F3, ça, il n'y a pas de souci, il a été champion assez largement. Mais c'est un pilote qui a du mal à s'adapter à des nouvelles catégories. Et à l'âge, aujourd'hui, il a plus de 20 ans, on ne peut pas attendre qu'il mette 1 an avant de comprendre comment fonctionne une Formule 2, parce que sinon la F1, ça risque de lui passer sous le nez. C'est un pilote qui a vraiment besoin maintenant d'avoir des résultats vite en F2. Malgré le fait qu'il ait été titré, il paye encore sa mauvaise saison en F3, sa première mauvaise saison en Formule 3. Donc là, il faut qu'il cravache. Et c'est vrai que si on commence à voir, au bout de 3-4 courses, il n'arrive toujours pas à trouver du rythme, la F1, ça sera fini parce que dans les équipes de F1, on va dire, ce mec-là, il n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles catégories. Donc moi, je suis patron d'une équipe de Formule 1, je ne vais pas attendre 1 an avant qu'il performe. Parce qu'en F1, l'aspect financier est important et les résultats comptent énormément d'un point de vue financier. Donc on ne pourra pas attendre aussi longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il montre très vite ce qu'il sait faire. Et sur ce premier week-end de course, ça a été compliqué. Après, est-ce que c'était de sa faute, un problème d'adaptation à la catégorie, ou est-ce que c'était Prema qui était complètement perdu? Parce que c'est vrai que son équipier n'a pas fait une grande performance. Et puis je termine avec Drugovich, Felipe Drugovich. C'est pas un week-end catastrophique pour Drugovich, mais c'est pas incroyable non plus. 5e de la course sprint, 6e de la course longue. C'est un mec qui joue le championnat, Drugovich. Ça fait partie comme Liam Lawson, Pourcher, Verschoor, Sergeant également, Daruvala, des 5-6 qui vont jouer vraiment le championnat,
qui sont là pour aller chercher la gagne. Et Drugovich, il a en plus un avantage de Brésilien, c'est que c'est un pilote qui a des sponsors. Je dirais pas, c'est un pilote payant, mais qui a montré quand même ce qu'il savait faire l'année dernière, mais c'est un pilote qui a des sponsors. Il arrive chez MP Motorsport. On attend de lui qu'il ait du gros niveau de performance, parce que c'est vraiment le leader de l'équipe. Et c'est vrai que il a eu un week-end, encore une fois, pas catastrophique. Il n'a pas été aidé non plus par le contact avec Novalak en course 2. Il finit quand même bien en course 2, parce qu'il était à un moment au-delà de la 10e place. Donc il s'en sort très très bien en fin de course 2. Malgré tout, on attend un peu mieux du Brésilien, notamment en qualification. Et malgré tout, il a été régulier. Il marque des points sur ce premier week-end qui a été moyen pour lui. On espère qu'il ira plus vite du côté de l'Arabie Saoudite lors du prochain week-end de course. On passe au classement. Classement pilote, classement constructeur. Le classement pilote, vous l'avez à l'écran, avec Théo Pourchaire, donc en tête du championnat de Formule 2 avec 25 points, 1 point d'avance seulement sur Liam Lawson. On retrouve ensuite Jori Vips, Boschung, Drugovich, Verschoor. Vous voyez bien que la course sprint est beaucoup moins rémunératrice que la course longue. Ça, c'est aussi une bonne chose du côté sportif. Daruvala, seulement 9e. Jack Doohan, qui a un peu souffert, le pilote alpine, seulement 11e. Et puis Clément Novalak, qui n'a pas marqué de points, comme le Belge Amaury Cordil. Cordil, j'ai jamais su comment on devait le dire, le nom du Belge, mais en même temps, pour moi, c'est moyennement une surprise, parce qu'en F3, c'était déjà pas la folie pour ce pilote. On passe au classement par équipe, c'est Carlin qui est en tête avec 33 points, 5 points d'avance sur Hightech, ART donc à 25 points, heureusement qu'il y a eu Théo Pourchaire. On retrouve ensuite Campos, MP, Motorsport, Trident, Prema, Dams qui fait un mauvais début de saison, Vuni Vertuzzi également, compliqué pour l'équipe britannique. Et puis Van Amersfoort Racing qui est nouvellement venu cette équipe, parce qu'en fait c'est l'ancienne équipe HWA. HWA a vendu les actifs à cette équipe néerlandaise qui avait permis à Max Verstappen de rouler en F3 Euroseries, qui était une équipe importante de F3 Euroseries, donc qui revient du côté de la Formule 2. Avec HWA qui restera pas dans les annales, parce que cette équipe a quand même pas montré grand chose à la suite d'Ardennes. Et puis Charouz n'a pas marqué de points. Mauvais week-end pour Charouz, que ça soit en F2 ou en Formule 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, nouvelle vidéo sur la Formule 2, parce que les petits jeunes de la F2 vont du côté de l'Arabie Saoudite. Autant vous dire que ça risque d'être spectaculaire vu le circuit du côté de l'Arabie Saoudite. Il va y avoir également le débrief F3, et puis il y aura la présentation de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite d'ici jeudi, vendredi. Programme assez chargé sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.